Bonjour à tous, je vous propose de commencer notre webinaire. Donc, je m'appelle Jean-David Naudet, je suis de l'AFD et je vais animer cette séance. Donc, cette séance est consacrée à une étude qui a été réalisée, à la présentation d'une étude qui a été réalisée par Marc Lautier et Jean-Raphaël Chaponnière, que Marc Lautier va la présenter tout à l'heure, sur le thème « Quelle industrialisation tardive en Afrique ?» Pendant les interventions, vous êtes invités sur l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran, à poser des questions ou à mettre des commentaires qui pourront être repris, que je reprendrai et poserai à Marc Lautier dans le débat. Donc, dès le début des interventions, vous pouvez commencer à poser des questions ou à faire des remarques sur les propos qui sont tenus par les différents interlocuteurs. Donc, la séance sera organisée en 4 temps. Dans un premier temps, Hélène Jouffel-Kit, qui est directrice du département de diagnostic économique et des politiques publiques à l'AFD, va introduire la présentation et le sujet de l'industrialisation tardive en Afrique. Ensuite, donc, Marc Lautier, qui est professeur d'économie à l'université Rennes 2, qui a écrit plusieurs ouvrages et articles sur les sujets d'industrialisation, mais aussi d'autres sujets, en particulier un ouvrage récent sur économie de l'Asie du Sud-Est, qui est paru en 2019 et qui va parler aussi au nom de son co-auteur, Jean-Raphaël Chaponnière, lui aussi spécialiste des régions asiatiques, même s'ils ont l'un et l'autre de multiples compétences sur la région africaine. Après la présentation de Marc Lautier, Françoise Rivière tiendra le rôle de discutante et fera quelques commentaires et introduira quelques remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Françoise Rivière est responsable de la cellule économie et stratégie au sein du département Afrique de l'AFD. Et enfin, dans un 4e temps, on partagera les questions et commentaires que vous aurez laissés sur la barre questions, et puis les intervenants, en particulier Marc Lautier, sera appelé à réagir dessus. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Hélène Jouffel-Kit. Merci beaucoup Jean-David, merci Marc d'être présent, Françoise d'être discutante, et bonjour à tous, merci d'être présents nombreux à ce webinaire, cette nouvelle conversation de recherche sur la question effectivement de l'industrialisation est-elle trop tardive en Afrique ? Alors, on sait que le continent africain va doubler sa population d'ici 2050, en passant de 1 milliard à 2,4 milliards approximativement. Et dans le même moment, environ 20 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail vont se faire sentir en Afrique tous les ans. Donc, il y a de gros enjeux de démographie. On sait aussi que la structure actuelle de l'économie, enfin des économies africaines, basée principalement actuellement sur l'économie de l'agriculture et des services notamment informels, voire des ressources naturelles, ne permet pas de créer des emplois décents, des emplois de qualité, notamment pour les jeunes, lesquels jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique et 95% sont dans le secteur informel. Pour autant, l'Afrique a connu des taux de croissance assez importants au cours des différentes décennies, n'a pas démérité, mais cette croissance n'a jusqu'à présent pas été transformative, elle ne s'est pas accompagnée de changements structurels. L'industrie manufacturière, puisque c'est de cela dont nous parlons, emploie environ 20 millions de personnes en Afrique au sud du Sahara, c'est l'équivalent de l'Indonésie, et par ailleurs, ce n'est pas uniformément réparti, c'est concentré dans quelques pays. Et la part de l'industrie, ou la part de l'Afrique dans la production manufacturière mondiale est inférieure à 1%. Donc, dans ce contexte, on peut se demander s'il est encore souhaitable que l'industrie africaine se développe et si c'est possible.
Alors, est-ce que c'est souhaitable? On peut se poser la question à un moment où certains disent qu'il serait éventuellement possible de contourner l'industrialisation, passant d'une économie agricole à une économie de services directement. Donc, est-ce que cela est possible ou pas? Par ailleurs, le courant, en tout cas les impératifs globaux de changement climatique et la nécessité de décarboner ou de prévenir la carbonation des économies à long terme est-elle compatible avec une industrie même tardive? Donc ça, c'est une première série de questions auxquelles l'étude va répondre. Je ne veux pas dévoiler à ce stade, je laisserai Marc dévoiler les réponses. Et sur la question de est-ce que l'industrialisation est possible, le contexte est, voilà, est-ce que c'est encore possible d'investir les chaînes de valeur aussi tardivement, alors que les places sont prises? L'automatisation et les progrès techniques récents vont-elles évincer les hommes, les salariés dans les secteurs manufacturiers à forte intensité de main-d'œuvre, qui sont en général ceux par lesquels passe l'industrialisation des économies émergentes. Les taxes carbone aux frontières vont se répandre, et comment cela va-t-il impacter les stratégies d'industrialisation, et plus généralement les politiques commerciales sont-elles compatibles actuellement avec une industrialisation africaine? Ou bien, à revers, l'Afrique va-t-elle profiter de l'expansion de son marché intérieur, les bénéfices démographiques, du développement de sa classe moyenne, d'une tendance à des circuits plus courts, justement dans cette optique de limiter les émissions de gaz à effet de serre, et du recul de la Chine dans le commerce international qui commence à se faire sentir, et notamment dans les biens manufacturiers. Donc, c'est une deuxième série de questions à laquelle cette étude va répondre. Et puis enfin, l'étude va nous amener sur les questions de recommandations et de politique publique. Et là, remettra au centre la notion sans doute de politique industrielle, et mettra en exergue ce qu'il est concevable de faire au niveau des nations, au niveau des États, mais aussi au niveau international, puisque le continent africain est dépendant des chaînes de valeur et à bien des égards dépendant des politiques internationales. Et cela nous amènera à nous interroger sur nos propres outils. Quel est le rôle des bailleurs de fonds dans cet accompagnement à une politique industrielle dynamique, qu'elle soit directe ou élargie, avec des effets sur la fiscalité, l'environnement des affaires. Et on pourra se poser la question de savoir si nous sommes encore assez outillés d'un point de vue opérationnel et production de connaissances pour aborder ces sujets à un moment où nous avons tous investi extrêmement massivement à la fois sur la finance climat et sur les questions de changement climatique. Et il conviendrait de ne pas délaisser les questions liées au sentier de prospérité. Et voilà, en tout cas, au département diagnostic économique et politique publique, dont un des mandats est de faire de la recherche, nous serons très attentifs à ces sujets dans les années à venir. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Marc qui va nous détailler le contenu de l'étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous d'être présents pour cette présentation. Alors, je vais replacer d'abord l'étude dans son contexte initial et ce qui l'avait motivé. Et puis, pour être tout à fait honnête, dans le temps imparti, en tout cas de ma présentation, je crois que je ne pourrais pas aborder tous les points qui sont contenus dans l'étude, et notamment certains qui ont été abordés par Hélène, mais je pense qu'on pourra y revenir ensuite dans la deuxième partie de la séance de débat. Alors, cette recherche, en fait, sur les possibilités ou les perspectives d'industrialisation tardive en Afrique, elle a été initiée, disons, et motivée parce qu'on était confronté à deux éléments de contexte importants, dont certains qu'a évoqué Hélène. Et le premier élément de contexte essentiel,
c'était effectivement la démographie. Il y en a un autre qui était un récit sur l'industrialisation tardive sur lequel je vais revenir. Et dans ce contexte, l'objectif de cette recherche qui va être présentée maintenant, c'était justement d'essayer de clarifier les choses et de clarifier donc les possibilités d'industrialisation tardive de l'Afrique, voir si effectivement il y avait un contenu, une matière, une perspective, une trajectoire possible, et puis aussi tenter de la quantifier, ou en tout cas de donner des ordres de grandeur, parce que beaucoup de chiffres étaient apparus sans qu'ils soient très clairement fondés. Alors, en termes de contexte, le premier élément de contexte, a déjà évoqué Hélène, effectivement, c'est la croissance démographique en Afrique et surtout, notamment, la croissance de la population active qui est déjà lancée, qui va se poursuivre tout au long du siècle. Nous, on est sur un horizon, disons, de réflexion 2030-2050, mais ça continue ensuite. Et effectivement, à l'échelle mondiale, les nouveaux actifs au niveau monde seront essentiellement africains dans les décennies à venir. À l'horizon 2050, on attend une augmentation à peu près de 700 millions de nouveaux actifs en Afrique. Là, je parle de l'Afrique subsaharienne. Et effectivement, donc, un ordre de grandeur d'une vingtaine de millions de nouveaux entrants sur le marché du travail tous les ans en Afrique. Donc, c'est considérable. Et ces jeunes actifs devront trouver des revenus. Et l'idéal, ce serait quand même qu'ils trouvent des emplois et les emplois les plus productifs et les plus rémunérateurs possibles. C'est ça la question essentielle. En fait, c'est pas tellement est-ce qu'ils travailleront, parce que, étant donné l'absence de circuits de distribution en Afrique, ils devront de toute façon travailler pour avoir un revenu, mais quelle sera la qualité et le type d'emploi qu'ils pourront trouver. Donc ça, c'est le premier élément de contexte, et c'est écrasant. Autant la deuxième moitié du XXe siècle a été le siècle, entre guillemets, de l'Asie, là, ce qu'indique le graphique, en termes de croissance de la population active. Le XXIe, ça sera le siècle de l'Afrique. C'est l'enjeu principal, à mon avis, à notre avis, du développement dans les années à venir. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier. Et deuxième élément de contexte qui est intervenu à peu près, sensiblement la même période, c'est, disons, une réorientation, un changement dans la vision ou dans la présentation des économies africaines et de leur dynamique. Pendant longtemps, dominait une vision plutôt pessimiste à la Dumont, l'Afrique mal partie, ou qui refuse le développement, ou qui se meurt, pour reprendre le titre du bouquin de Stephen Smith. Depuis les années 2000, dans le sillage d'un décollage de la croissance, on a eu des visions beaucoup plus optimistes, beaucoup plus positives sur les économies africaines et leur croissance qui ont été proposées. Bon, un terme clé qui permet d'illustrer, c'est le terme de lion africain. On a parlé des lions africains. McKinsey a fait un certain nombre de rapports, mais ils n'ont pas été les seuls là-dessus dans les années 2000 et 2015. Les lions varient, changent de territoire parfois, mais enfin, il y a des lions africains après les dragons asiatiques, donc c'est dynamique. On a parlé de miracle africain dans un papier assez bien diffusé de Young. Bien que la croissance et donc, bref, l'idée qu'il y avait une nouvelle dynamique économique en Afrique, un décollage de la croissance, une espèce de take-off, pour reprendre les termes traditionnels. Alors, depuis quelques années, la croissance s'est interrompue, a diminué, mais enfin, elle pourrait reprendre si l'évolution des prix des matières premières se consolide, donc c'est pas encore très clair. Mais quand même, on a une vision beaucoup plus positive qui est diffusée sur la croissance possible des économies africaines. Et dans cette croissance, un élément qui était souvent mobilisé pour justifier des visions comme ça très optimistes, c'était les perspectives effectivement d'industrialisation en Afrique. Et un certain nombre d'organisations internationales et d'agences de développement, pas trop l'AFD, mais par exemple la BAD, la Banque mondiale, ont promu comme ça l'idée que l'Afrique était le nouvel Eldorado de l'industrie manufacturière et que des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'emplois allaient se retrouver rapidement en Afrique pour différentes raisons. C'est en particulier ce qu'avait construit comme image Justin Lin, le chief économiste de la Banque mondiale, pendant un certain temps. La BAD a fait également des prospectives très optimistes là-dessus. Et donc, nous, on était face à ce contexte-là. Effectivement, la nécessité de création d'emplois en très grand nombre qui s'imposait, et un discours sur l'industrialisation de l'Afrique qui nous semblait à nous franchement très euphorique
et on a voulu donc essayer d'y voir un peu plus clair. Et pour être franc, on n'était pas du tout optimiste sur les résultats que l'on pourrait trouver sur cette question-là. Pas du tout. Alors, pour effectivement essayer d'apprécier la réalité de ce potentiel d'industrialisation tardive en Afrique, on a commencé quand même par regarder si effectivement il restait des perspectives industrielles. Donc, quand je dis industrie, je ne sais pas si je l'ai précisé, je parle bien d'industrie manufacturière, au sens étroit du terme, pas du BTP ou des mines, donc de l'industrie manufacturière. Et donc, s'il restait des perspectives manufacturières dans les pays du Sud, puisqu'il y avait eu plusieurs récits, plusieurs travaux qui concluaient à une désindustrialisation précoce dans les pays du Sud. En gros, l'idée que les schémas qui avaient été suivis par les pays d'Asie, par exemple, ou l'Asie du Sud-Est ensuite, ou la Chine plus récemment, voire le Bangladesh et le Cambodge, mais je m'arrête là, ce chemin-là était désormais terminé, clos. Il n'y avait plus de possibilité d'entrer et de s'industrialiser au Sud. Donc, on a regardé en constituant une base de données assez large, notamment à partir des données de l'ONUDI, mais pas seulement, qu'on a recoupé avec d'autres sources, pour essayer d'y voir à peu près clair sur la tendance de l'activité industrielle, encore une fois manufacturière, dans les pays du Sud. Donc le Sud, là, c'est entendu au sens large, c'est en gros tout le monde, sauf les pays de l'OCDE, sauf les pays riches. Et en fait, quand on constitue ces données, qu'on obtient des séries longues et actualisées, on constate deux choses. C'est un, qu'il n'y a pas de désindustrialisation au Sud. La part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB au Sud reste à peu près au même niveau. Elle est même très légèrement en augmentation. En tout cas, il n'y a pas de désindustrialisation. C'est vrai, c'est vrai pour l'emploi également, qui est la question quand même principale que l'on se pose. Nous, c'est l'industrie comme ouverture, comme lieu de création d'emploi, comme secteur de création d'emploi. Donc, c'est vrai également pour l'emploi. Il augmente de manière assez continue, même si les rythmes changent un peu. Au Sud, il n'y a pas de baisse de l'emploi manufacturier au Sud. Et par contre, l'activité industrielle, effectivement, la géographie industrielle au Sud s'est modifiée. Bon, c'est une évidence que tout le monde connaît, essentiellement en raison de l'expansion chinoise et de sa concentration d'un certain nombre d'activités, qui a été à la fois très rapide et d'une envergure sans égale dans l'histoire, je crois, en tout cas à cette vitesse-là. Donc, il y a eu un phénomène de concentration de l'activité industrielle au Sud, au profit de la Chine, mais qui n'a pas fait diminuer l'activité et le dynamisme ailleurs. Si on revient là, par exemple, sur l'emploi ici, on a divisé le Sud en deux morceaux, la Chine en rouge et le Sud hors Chine, donc en jaune. Ce qu'on voit, c'est que l'emploi continue d'augmenter à l'extérieur de la Chine. Donc, il y a le phénomène Chine qui est extrêmement puissant, mais qui ne fait pas disparaître la dynamique ailleurs, même si sans aucun doute, elle s'y substitue en partie. Donc, il y a un phénomène Chine, mais il n'est pas, encore une fois, il ne résume pas l'histoire actuelle, contemporaine, et les tendances présentes de l'industrialisation au Sud. Il y a toujours une dynamique assez nette industrielle dans les pays du Sud. Alors évidemment, je reviens sur le slide précédent, avec une différenciation qui est très forte suivant les régions. Donc là, c'est la part de l'industrie dans le PIB par région. L'Afrique, c'est la courbe noire. Et effectivement, cette part de l'industrie dans le PIB diminue. Mais il y a des tendances, encore une fois, qui sont différenciées, des évolutions qui sont différenciées. Alors, si on revient effectivement sur le cas de l'Afrique, Hélène l'a évoqué rapidement, l'industrie africaine, effectivement, est de taille très modeste. Encore une fois, l'industrie manufacturière, et là je parle de l'Afrique subsaharienne, c'est l'équivalent en termes d'emploi, c'est le cas de l'Indonésie, donc une vingtaine de millions de personnes, emplois formels et informels inclus, et qui est en plus très concentré puisque l'Afrique du Sud et le Nigeria, à eux seuls, contribuent pour plus de la moitié à cet emploi manufacturier en Afrique. Donc une part très faible et une activité industrielle qui est très modeste. Ce qu'on constate en tendance longue, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, c'est que
toutes les périodes, même les périodes de croissance assez fortes, en Afrique, la décennie 2000 en particulier, il n'y a pas de changement structurel significatif, on reste sur les mêmes types d'activités et ni l'industrie ni les services à plus forte valeur ajoutée ne décollent. Alors, ensuite, on s'est posé des questions plus prospectives spécifiques à l'Afrique, une fois qu'on avait considéré que l'industrie restait une option possible pour les pays du Sud, en tout cas c'est ce que les tendances et les statistiques actualisées indiquent. Et on a orienté les choses donc dans deux directions. D'abord les dynamiques internes, le moteur interne, et puis ensuite éventuellement les exportations, donc le moteur extérieur. Alors, la dynamique intérieure, celle du marché intérieur en Afrique, elle est effectivement souvent célébrée comme un moteur potentiel existant au potentiel qui devrait tirer la croissance, tirer les échanges intra-africains, tirer la croissance, la division du travail et permettre un décollage économique en Afrique. Et on célèbre souvent les atouts que serait justement cette croissance démographique très forte, cette taille du marché intérieur, donc effectivement, qui augmente très vite, etc. Et en particulier les classes moyennes sur lesquelles je vais revenir ensuite, qui deviendraient une composante importante de la demande et donc seraient susceptibles de modifier comme ça la structure du marché intérieur, de tirer de nouvelles productions plus sophistiquées, à plus forte valeur ajoutée, etc. Alors en fait, c'est souvent considéré comme des atouts. Il y a un papier que je n'ai pas cité là, mais qui le reprenait récemment, considérant que l'atout principal de l'Afrique, c'était son marché intérieur. Quand on regarde le marché intérieur moins sous l'angle de la taille de la population que du niveau des revenus, en fait, on est quand même, on arrive à des conclusions beaucoup moins optimistes sur le rôle potentiel du marché intérieur. Donc, il y a un potentiel, effectivement, en raison du faible niveau de consommation en Afrique, mais le fait d'un potentiel ne se transforme pas forcément en résultat si les revenus n'augmentent pas. Pardon. Je voulais juste préciser un point, c'est que effectivement, si on reste, donc on a envisagé plusieurs scénarios susceptibles de faire décoller l'activité industrielle en Afrique. Je ne la vois pas très bien la mienne, mais c'est pas très grave. Donc on a un scénario de référence, là le premier, qui donne le volume d'emploi à l'horizon 2030 en suivant business as usual, en suivant les tendances actuelles. Donc sans variation structurelle et en conservant le même rythme de croissance de l'activité industrielle. En gros, on augmente l'emploi d'environ 500 000 personnes par an et on arrive à 24-25 millions à l'horizon 2030. Bon. Ensuite, on a mobilisé, disons, les hypothèses qui sont souvent évoquées de plus de protectionnisme, d'une augmentation du niveau du protectionnisme vers un niveau un peu asiatique, en Afrique, qui est effectivement très ouverte aux importations. Et donc, on a fait une hypothèse de protectionnisme en Afrique, protectionnisme extérieur vis-à-vis des importations extra-africaines, qui se situerait au niveau indien. Donc, ça veut dire concrètement une réduction de 30% des importations, toujours dans l'industrie, on est uniquement dans le secteur industriel. Et la projection donne une légère augmentation de l'emploi et de l'activité, mais qui n'est pas très significative. C'est la deuxième barre que vous voyez. Et puis, troisième scénario, avec deux variantes, c'est celui de l'augmentation, disons, de la dynamique régionale, de l'intégration régionale. Là aussi, beaucoup placent de larges espoirs dans la régionalisation en Afrique. Et on a multiplié d'abord par 2 et puis ensuite par 3 le taux d'échanges intra-régionaux dans l'industrie. Donc, la régionalisation moyenne, c'est quand on multiplie par 2 l'intensité, disons, des échanges régionaux dans le domaine industriel. Et puis, la régionalisation forte, c'est quand on multiplie par 3. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Alors, on aurait pu le diviser par 4, par 5, on peut faire d'autres scénarios, bien sûr. Mais ça ne change pas grand-chose parce que le niveau d'échange intra-industriel est extrêmement faible et a priori, les complémentarités industrielles entre les différents pays africains, pas vraiment beaucoup de chances de décoller. Mais en tout cas, sur cette projection-là, on a un résultat qui est quand même pas très élevé. Et alors, on a quand même essayé de voir
qu'est-ce qui pourrait modifier structurellement la part de l'industrie ou l'activité industrielle. Donc, on a pris la dernière hypothèse, c'est la dernière hypothèse qui fait décoller donc l'emploi industriel en Afrique, c'est si la croissance était multipliée par 2 et qu'on avait en particulier une élasticité, donc une spécialisation industrielle qui devenait un peu différente et une activité industrielle, disons, beaucoup plus intensive en travail que les spécialisations industrielles de l'Afrique. Et là, dans ce cas-là, donc en gros une croissance à l'asiatique, hein, en doublant le taux de croissance prévu pour la période, pardon, on obtiendrait effectivement un changement significatif, structurel, de la part de l'industrie et de l'emploi industriel dans les économies africaines. Mais bon, on n'a pas non plus de raison objective, pour l'instant en tout cas, d'estimer que l'hypothèse d'un doublement du taux de croissance par rapport au scénario standard du FMI soit le plus raisonnable. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a estimé. Voilà. Alors, il y a un autre élément dans ce dispositif, cognitif, je dirais, mais bon, dans cet espoir du décollage africain par la demande intérieure, c'est effectivement la montée en puissance des classes moyennes. Hein, l'idée étant que, ça s'est vu dans d'autres régions, sur d'autres continents, que cette montée en charge des classes moyennes peut permettre de transformer la structure des marchés intérieurs et de tirer, encore une fois, des productions à plus forte valeur ajoutée. Alors, on a examiné effectivement le poids des classes moyennes actuellement et à l'horizon 2030. Et dans l'étude, on va un peu plus loin, on va à 2050 aussi. Mais là, c'est vraiment, au retour à 2030, c'est de la prospective. À 2050, c'est plus incertain. Et en fait, le poids des classes moyennes, donc tout dépend évidemment de la manière dont on définit les classes moyennes. Donc nous, on a retenu une définition qui n'est pas vraiment celle de classe moyenne, en fait, mais qui correspond à un niveau de consommation des ménages. Hein. Donc on a classé, disons, parmi ces classes moyennes, placé dans cette classe moyenne les personnes qui avaient un niveau de consommation entre $8 et $23 par jour. Parce que ça correspondait aux bornes de la base de données de la Banque mondiale qu'on a utilisée. Et ça correspond aussi assez largement à ce qui se fait quand on fait des estimations de classe moyenne dans les pays du Sud. Et lorsqu'on prend cet intervalle de revenus, en fait, on s'aperçoit que la montée des classes moyennes en Afrique subsaharienne sera très progressive. En 2020, l'estimation, c'est qu'elle représente, hors Afrique du Sud, là, on a sorti l'Afrique du Sud qui est spécifique, mais hors Afrique du Sud, c'est 1% de la population. Et à l'horizon 2030, c'est de l'ordre de 50 millions de personnes, donc un peu moins de 4% de la population. Donc, c'est pas rien, mais ça paraît pas suffisant pour devenir un nouveau moteur de croissance à l'échelle africaine, dans la mesure en plus où ces classes moyennes seront, encore une fois, hors Afrique du Sud, qui est un cas spécifique, hein, seront très dispersées. Hein. Donc, le problème, c'est qu'en Afrique, à l'horizon 2030, l'essentiel de la consommation sera toujours réalisé par les pauvres et la classe moyenne existera, mais à une taille relativement modeste. Hein. Donc, à un horizon plus lointain, on peut espérer, mais c'est plus difficile d'estimer correctement, bien sûr, on peut espérer qu'effectivement ces classes moyennes deviennent motrices en Afrique, comme elles ont pu l'être ailleurs, mais pour l'instant, le niveau de revenu est tellement bas en Afrique qu'elle reste un facteur assez modeste de changement structurel. Alors, je m'arrête juste sur un point qui est assez bien connu. Il me reste 15 minutes, c'est ça ? 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Pardon. Sur un point qui est assez connu, c'est le poids de la démographie, de la croissance démographique, l'impact de la croissance démographique sur l'évolution du revenu moyen en Afrique. Juste pour montrer qu'à notre avis, en termes d'impact sur le changement structurel exogène, le changement démographique a des chances d'être effectivement beaucoup plus puissant dans les années à venir, même si on est difficile d'estimer les changements à ce niveau-là, et on ne l'a pas tellement cherché à le faire d'ailleurs. Là, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'en fait, même dans les périodes de croissance économique forte, hein, quand on avait du 6, 7, 8% de croissance économique, le dynamisme démographique écrase, donc c'est la ligne verte, hein, qui est
une moyenne sur l'Afrique subsaharienne, mais qui est en gros à 2,7 ou 2,8, enfin quasiment 3%. Cette croissance démographique, elle écrase entièrement, pour une bonne part, l'augmentation du revenu quand ça se traduit en termes d'augmentation ou de variation du revenu individuel, ce qui est la ligne rouge. Donc, même en période de croissance économique forte, et les économies africaines sont assez dynamiques, elles connaissent effectivement des périodes de croissance tout à fait importantes, mais l'impact sur le niveau du revenu est pas tout à fait neutralisé, c'est excessif, mais en tout cas très amoindri par la croissance démographique. Et ça, c'est un facteur de changement considérable parce que quand les économies asiatiques, Vietnam, Chine, Cambodge un peu moins, mais Thaïlande, progressaient à 7-8% par an, bah effectivement, avec une croissance démographique qui était déjà très faible, voire de zéro, ça se traduisait quasiment par un doublement du revenu tous les 10 ans. Donc ça permettait des changements structurels en termes de consommation, de montée des classes moyennes, etc. En Afrique, la croissance démographique a pour conséquence que même en période de croissance forte, qui va peut-être revenir, l'amélioration du revenu individuel, en tout cas en moyenne, est beaucoup plus modeste et ne décolle pas. Là, on avait fait des simulations dans l'étude pour effectivement mesurer ce que changerait une baisse de la démographie. Donc, c'est les différentes courbes, suivant on retient le scénario de base du PNUD sur la croissance démographique, on s'en écarte, on a une possibilité d'amélioration du revenu par habitant. Donc, suivant on est à une croissance de 25% plus faible ou 50% plus faible, on décale un peu comme ça l'augmentation du revenu par habitant et du PIB. Alors, on dit souvent que la démographie est l'un des rares domaines où la prospective est juste, à horizon 10, 20 ou 30 ans. En tout cas, on nous dit souvent ça à nous, les économistes. C'est vrai que les démographes ont en général raison à un horizon, disons, de 15-20 ans, d'une petite génération. Par contre, au-delà, c'est très flou. En fait, ils n'ont pas beaucoup plus de certitude que d'autres prospectivistes. Et c'est pour ça que j'ai juste indiqué la courbe là, sur ce graphique qui est à droite et qui vous montre différentes régions en Afrique et aussi la courbe de la Thaïlande. Et la courbe de la Thaïlande, si vous regardez bien, vous voyez qu'en fait, la Thaïlande avait, comme la plupart des pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est d'ailleurs, avait une croissance démographique, un taux de fécondité à peu près similaire à l'Afrique pendant très longtemps. La différence, c'est la vitesse du changement. C'est la vitesse du changement. En quasiment moins d'une génération, en Thaïlande, on est passé d'une démographie, disons, du Sahel, à une démographie qui n'est même pas européenne, qui serait quasiment russe, en tout cas en dessous du seuil de 2. Donc, c'est descendu très, très vite. Et les prospectivistes du PNUD n'avaient pas du tout anticipé, dans les années 60, que la croissance démographique en Thaïlande s'écroulerait aussi vite. Tout ça pour dire qu'à horizon 15-20 ans, effectivement, les prévisions démographiques sont probablement justes. Au-delà de 20 ans, elles sont beaucoup plus incertaines et il y a un potentiel à ce niveau-là qui me paraît très considérable. Mais encore une fois, on est un peu à l'écart de notre sujet. J'y reviens tout de suite. Alors, deuxième moteur de croissance potentiel qu'on a envisagé, à côté de la demande intérieure qui est donc, malgré la croissance économique assez faible, c'est effectivement le moteur des exportations. Et là, on s'est intéressé à l'évolution de l'industrie mondiale et des parts de marché mondiales dans les secteurs les plus mobiles, les secteurs productifs de l'industrie les plus mobiles, et ceux qui sont effectivement les plus intensifs en travail, les industries de main-d'œuvre. Alors, donc il y a plusieurs changements sur lesquels je ne vais pas revenir, qu'a évoqué Hélène et qui sont sûrement évoqués tout à l'heure dans le secteur industriel, la montée en puissance des normes sociales, des normes environnementales, des questions effectivement de coûts à la fois financiers et environnemental du transport, qui peuvent modifier les choses à terme. Mais pour l'instant, le principal changement qui impacte, c'est le retrait de la Chine, le déclin de la Chine dans un certain nombre d'industries de main-d'œuvre. La Chine, depuis une 25 ans, avait effectivement pris un leadership gigantesque avec des parts de marché entre 30 et 40% au niveau mondial sur les industries de main-d'œuvre. Et depuis, disons, le milieu des années 2010, 2014, 2015,
la Chine décline pour une raison toute simple, c'est que les salaires augmentent et que la localisation de ces activités, donc de confection, de fabrication de chaussures, de produits du cuir, etc., devient économiquement moins rentable, moins justifié en Chine par rapport à d'autres territoires. Et ce mouvement-là, il est extrêmement puissant. Il est d'autant plus puissant, encore une fois, que la Chine avait acquis une position très forte sur ces marchés et dans au niveau de sa part du marché mondial. Donc l'après-Chine, en gros, a commencé dans un certain nombre de secteurs. Il n'est pas certain d'ailleurs que dans les secteurs plus capitalistiques, on ait la même évolution, mais en tout cas dans les industries de main-d'œuvre, l'après-Chine a commencé. La période Covid a un peu heurté les choses, mais on a regardé les données les plus récentes, elles confirment cette tendance-là, même si ça a été un peu secoué, encore une fois, en 2019 surtout et 2020. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, de nouveaux exportateurs au sud, de nouveaux producteurs et exportateurs au sud apparaissent, qui récupèrent les parts de marché que la Chine est en train d'abandonner. Il y a une demi-douzaine de pays, vous avez l'essentiel là sur le graphique de droite, une demi-douzaine de pays qui ont une croissance de leurs exportations, donc là c'est le secteur de l'habillement pour illustrer, qui est très rapide, essentiellement des pays asiatiques, Asie de l'Est, plus le Bangladesh, qui ont une croissance de leurs exportations très rapide, alors que les grands exportateurs traditionnels, notamment la Chine, sont encore une fois en déclin. Donc on est dans une phase de transition de l'industrie mondiale qui a démarré dans ces secteurs, en tout cas de main-d'œuvre. Alors, il y a une différence par contre importante entre la phase actuelle, celle qui est lancée actuellement et la précédente, c'est la taille de ces producteurs qui sont beaucoup plus petits en termes de capacité, de taille et de capacité que ne l'était la Chine, et leur capacité d'absorption de ces parts de marché n'est pas illimitée, elle ne pourra pas s'étendre à l'infini. Donc, ils vont aussi saturer à la fois en termes de capacité et puis en termes de compétitivité. En gros, on a une mécanique qui apparaît, qu'on a indiqué là sur le petit graphique en bas à droite, une mécanique assez systématique de pousser des salaires dans les nouveaux pays producteurs et exportateurs d'industrie de main-d'œuvre, qui est plus ou moins rapide en fonction du contexte et des conditions particulières de ces pays, mais qui est systématique, et arrive à un certain niveau où les salaires ont été tirés, les réserves de main-d'œuvre sont relativement épuisées, les salaires ont augmenté et le pays n'est plus compétitif, ce qui est déjà arrivé à la Chine, mais précédemment, aux générations précédentes d'exportateurs asiatiques, en particulier les NPI, Corée, Taïwan, Hong Kong, ou précédemment le Japon, c'est le même mécanisme. Sauf que là, on est dans cette phase un peu intermédiaire pendant laquelle ces nouveaux exportateurs d'Asie du Sud-Est et le Bangladesh sont encore en phase de croissance, mais ça n'a pas une croissance, encore une fois, indéfinie, loin de là. Elle va s'interrompre. Donc, on a fait quelques hypothèses sur ce lien compétitivité-croissance des exportations. Et ce qu'on constate, ce qu'on anticipe, c'est qu'effectivement, à la fin de cette décennie, alors avec l'impact Covid, ce sera peut-être 2030-2031 plutôt que 2028, à la fin de cette décennie, ces nouveaux exportateurs vont saturer. Ils vont saturer et concrètement, ils vont libérer des opportunités pour une nouvelle génération de producteurs et d'exportateurs. Alors, à cet horizon 2030, il faut voir que sur la carte, disons, de l'industrie mondiale, dans les industries de main-d'œuvre, il n'y a plus beaucoup de territoires qui sont susceptibles d'être compétitifs dans des industries où la première variable, le premier déterminant de la compétitivité est quand même le salaire. Donc, à cet horizon-là, en gros, c'est l'Inde ou la Chine, c'est l'Inde ou l'Afrique subsaharienne qui sont susceptibles d'attirer ces activités, ces productions et ces exportations. Ce ne sera plus la Chine qui sera trop chère, ce ne sera pas l'Amérique latine qui l'est déjà trop, ou l'Afrique du Nord qui est également trop chère, ni l'Asie du Sud-Est dans laquelle les salaires ont également augmenté. Donc, les localisations possibles de ces activités, des emplois correspondants et des exportations qui sont liées, ça sera effectivement ou en Afrique ou en Inde, ou un peu les deux. Alors, on a essayé d'évaluer ce que ça pouvait représenter en termes
en termes d'emploi dans ces grandes industries de main-d'œuvre. Et l'ordre de grandeur, c'est une trentaine de millions d'emplois dans l'industrie de la confection, des chaussures, des produits du cuir, moitié formels, moitié informels, qui seront en fait localisés, encore une fois, ni en Asie, ni en Amérique latine, ni en Afrique du Nord, et donc, a priori, dans une de ces deux régions, et possiblement en Afrique. Voilà. Combien de temps il me reste? 7 minutes. 7 minutes, d'accord. Alors, on a là aussi fait un scénario en termes de partage possible de ces emplois entre, de déplacement de ces emplois suivant différentes variables. Donc, le scénario de référence, c'est si la croissance du marché mondial, le déclin de la Chine, etc., se poursuivent au même rythme. Là, c'est les courbes en noir. Donc, vous avez une quinzaine de millions d'emplois formels, auxquels on ajoute à peu près autant d'emplois informels, puisque dans la structure de l'emploi industriel, au sud, on a en gros ce ratio de 1 pour 1, un emploi informel pour un emploi formel. Et puis, on a envisagé des hypothèses plus pessimistes, en particulier si la croissance du marché mondial était plus faible. Je ne sais pas si les gens consommaient moins de t-shirts et de chemises tout d'un coup pour sauver la planète ou pour des raisons budgétaires. Donc, s'il y avait une décélération comme ça du marché mondial, donc c'est la courbe en gris, je crois, la deuxième qui apparaît. Et donc, là, on divise par deux le taux de croissance du marché mondial. Et puis, troisième scénario plus pessimiste, c'est si la Chine, entre guillemets, résiste, c'est-à-dire que le rythme de baisse de ses parts de marché s'atténue, voire qu'elle consolide pendant une petite période ses parts de marché. Alors là, en fait, ce qui se passe, bon, ça apparaît pas tout à fait sur le graphique, mais c'est qu'on a un décalage dans le temps de ces déplacements d'activité et d'emploi à l'extérieur de l'Asie et de la Chine, et c'est plus tout à fait 2030, c'est plutôt 2035, 2036 que le phénomène se déclenche. Mais ça change pas entre guillemets les déterminants structurels et la mécanique de ces déplacements d'activité et de ces changements de compétitivité relative. Ça les ralentit effectivement si les conditions sont moins favorables et en particulier au niveau de la demande mondiale, si sa croissance ralentit. Il n'y a pas de changement encore une fois de cette mécanique. Et puis ensuite, je crois qu'on l'avait fait, désolé, voilà, on a fait aussi 3 scénarios envisageant donc la répartition, des répartitions possibles de ces 30 millions d'emplois et des activités liées entre l'Afrique et l'Inde. Donc, le scénario structurel, ça c'est la tendance actuelle des exportations. Donc là, c'est mesuré en termes de volume d'exportation dans le cas de l'habillement pour illustrer en Afrique. Ça bouge pas beaucoup. Le scénario partage, c'est si l'Inde et l'Afrique localisent chacun la moitié de ces activités qui vont sortir d'Asie de l'Est. Et puis le scénario conquête, c'est si l'Afrique effectivement récupère la totalité. Donc c'était un peu pour illustrer et permettre de cadrer les choses. Voilà. Donc en fait, arrivé là, on constate, je reprends ça plutôt, on constate que il y a effectivement, contrairement à ce qu'on pensait au début de cette recherche, une possibilité de création d'un certain nombre de millions d'emplois, pas des centaines de millions, mais entre 10 et 30 millions d'emplois, disons, en Afrique à un horizon 2030, en gros sur la décennie 2030-2040, entre 2030 et 2035, liés au changement de compétitivité relative dans l'industrie mondiale, dans ces industries de main-d'œuvre. Hein, et ça ne répond pas tout à fait, c'est la première conclusion, ça ne répond pas tout à fait, loin de là même, aux besoins de création d'emplois dans les décennies à venir en Afrique. C'est quand même une contribution qui n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier point. Mais l'Afrique ne deviendra pas un géant industriel, a priori, en suivant cette trajectoire, même si les éléments de changement structurel peuvent quand même être
être mis en œuvre en développant ces exportations. Et puis, deuxième conclusion, mais là, c'est plus une ouverture sur les discussions qui vont venir. La question clé, c'est où et comment, c'est-à-dire dans quel pays. C'est entre 10 et 30 millions d'emplois, a priori, devraient se créer en Afrique à horizon d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années. Et ils ne seront pas répartis de manière homogène en Afrique. Donc, dans quel pays, sur quel territoire, à quelles conditions, quels sont les facteurs de localisation qui vont jouer, quelles sont effectivement les politiques publiques, Hélène l'évoquait au début, quelles sont les politiques publiques qu'il est nécessaire ou utile de mobiliser, quelles sont les contributions que les partenaires de l'aide peuvent apporter. Donc là, ça ouvre un grand nombre de questions. Nous, on n'a pas pu faire d'études de terrain dans ces phases-là, mais quand même, on constate que certains pays en Afrique subsaharienne disposent d'avantages et d'atouts qui sont relativement plus importants que les autres. Et ils sont sans aucun doute à préciser, et surtout pour aller identifier comment les stimuler et encore une fois, pouvoir localiser une partie de ces activités en Afrique. C'est ça la question importante. Je vais m'arrêter là, parce que je crois que le temps est limité. Il y avait éventuellement, on pourra discuter des autres aspects sur le cadre des échanges ensuite. Merci beaucoup. Merci Marc pour cette présentation qui a abordé beaucoup de sujets, qui a été très riche et très documenté. Je donne la parole à Françoise Rivière qui va réagir et peut-être soulever un certain nombre de questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui? On t'entend, Françoise. Donc, merci au département de la recherche de m'avoir invité à discutante à l'occasion de la présentation de cette étude sur l'industrialisation en Afrique. Et merci aux auteurs pour cette étude très riche qui traite à la fois du lien entre industrialisation et développement, de l'état des lieux de l'industrie en Afrique, des dynamiques également industrielles au niveau mondial et des opportunités pour l'Afrique, avec une partie très intéressante que vous avez développée dans votre présentation, qui est l'analyse du potentiel d'exportation généré par le déclin chinois dans les industries de main-d'œuvre, puisque vous avez concentré votre intervention, enfin en tout cas dans votre présentation, sur les industries de main-d'œuvre. Et donc à horizon 2030, on aurait 30 millions d'emplois qui se déplaceraient vers une nouvelle génération de producteurs, ce que vous appelez les emplois mobiles, donc qui se sont déjà déplacés vers une nouvelle génération de producteurs que vous appelez exportateurs dynamiques, donc Cambodge, Bangladesh, Indonésie, etc. Et on assiste déjà à une érosion de la compétitivité dans ces pays et à une érosion des parts de marché également, ce qui pourrait laisser présager que l'Afrique pourrait bénéficier sous certaines conditions aux pays d'Afrique. Ces conditions, vous les avez aussi évoquées, ce sont le respect de normes environnementales et sociales, l'atteinte des standards internationaux et la mise en œuvre de politiques industrielles ciblées. Alors, cela fait écho évidemment à l'AFD, puisque l'Afrique a à faire face à deux défis principaux, entre autres défis, puisqu'on a aussi les défis climatiques. Vous l'avez évoqué, l'arrivée sur le marché du travail de nombreux nouveaux actifs, puisque à horizon 2030, l'Afrique concentrera 2/3 des nouveaux actifs arrivant sur le marché du travail dans le monde. Donc, premier défi, la création d'emplois de qualité, cela a été précisé à raison. Et le deuxième défi, la diversification des économies africaines, puisque peu d'entre elles ont connu un véritable processus de diversification et que lorsqu'on fait une analyse en longue période, on voit bien que les pays les plus diversifiés ont eu les taux de croissance de PIB, et même de PIB par tête, plus élevés que les économies spécialisées dans les ressources naturelles et notamment les ressources extractives. Et cela est souligné aussi lorsqu'on voit l'impact de l'augmentation des cours des matières premières en 2017 et que l'on compare les taux de croissance sur 2015-2019 aux taux de croissance des 15 années précédentes.
Alors, la nécessité de diversification, elle est aussi confirmée plus récemment par l'impact des crises, depuis 2020. La crise Covid, d'abord, qui s'est traduite par une fermeture des frontières et des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis, plus récemment, et on n'en est pas sorti, le conflit russo-ukrainien qui met en évidence, et certains l'ont découvert, la dépendance et l'extrême dépendance parfois de certaines économies africaines par rapport aux approvisionnements extérieurs, denrées alimentaires, donc céréales, oléagineux, mais aussi engrais, mais aussi énergie, mais aussi des métaux qui entrent dans la composition, dans la construction des infrastructures ou la composition de nombreux biens d'équipement. Donc, au-delà de sortir du piège des ressources naturelles, de la dépendance de l'Afrique par rapport à la demande extérieure ou à la fluctuation des cours, il s'agit aussi de diminuer la dépendance de l'Afrique par rapport aux approvisionnements extérieurs. Alors, j'aurais deux peut-être questions mais qui sont corrélées concernant d'abord les perspectives offertes par la création de la zone de libre-échange continentale africaine et une question qui est corrélée concernant les chaînes de valeur régionales. Alors la ZLECAf, donc l'AFD, soutient la zone de libre-échange continentale africaine via une assistance technique auprès de l'Union africaine. Donc, vous savez, donc, ce projet qui fait partie de l'agenda 2063 de l'UA, qui vise la création d'un marché unique des biens et services, reposant sur un marché intérieur donc de 1,2 milliard de personnes pour l'instant, visant à stimuler le commerce intra-africain d'une part, et à soutenir l'industrialisation et le développement des économies. Donc 54 pays ont signé l'accord en 2021, 40 l'ont ratifié, et un certain nombre d'analyses montrent que le déploiement de cette zone permettrait de renforcer les chaînes de valeur régionales et d'accélérer la transformation productive, reposant sur l'augmentation, donc sur la croissance démographique, cela a été dit, mais aussi sur l'urbanisation et l'apparition de nouvelles catégories de consommateurs dans les pays qui permettent d'offrir des opportunités dans de nouveaux secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, les biens de consommation courante, etc. Et donc de compléter la participation de l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales, dont on sait qu'elles reposent essentiellement aujourd'hui sur l'exportation de matières premières brutes et de denrées alimentaires. Ces chaînes de valeur régionales, on les estime à peu près à 3% de la part africaine dans les chaînes de valeur mondiales, contre 26% en Amérique latine et 43% en Asie. Donc ces chiffres sont sortis d'un rapport du Centre de développement de l'OCDE paru en février 2022, donc rapport consacré sur les dynamiques de développement en Afrique, consacré cette année aux chaînes de valeur mondiales, et qui propose plusieurs études de cas sur ces chaînes de valeur régionales à fort potentiel dans chaque région, en identifiant les politiques adaptées à chaque contexte régional. Donc, vous avez souligné l'importance, effectivement, d'accompagner donc toutes ces transformations par des politiques adaptées. Il y a des études de cas, notamment sur les chaînes de valeur agroalimentaires en Afrique de l'Ouest, les chaînes de valeur bois et sylviculture en Afrique centrale, ou encore énergie renouvelable en Afrique du Nord, pour ne citer que ces régions. Et pour revenir aux normes, donc cet accord, l'accord cadre donc, qui accompagne la mise en place de la ZLECAf, aborde un certain nombre de questions telles que les règles d'origine, les normes phytosanitaires et sanitaires, les divers obstacles techniques au commerce, la propriété intellectuelle, etc. Donc, je voulais avoir un peu votre analyse sur les perspectives offertes par cette zone de libre-échange continentale africaine et la création de ces zones ou le développement de ces chaînes de valeur régionales continentales, dans la mesure où votre étude suggère que le marché intérieur africain, ou plutôt chaque marché intérieur pris individuellement, offre à court terme, en tout cas au court ou moyen terme, des potentialités limitées. Donc, vous montrez d'ailleurs que cette classe moyenne représenterait une composante significative ou importante de la demande des ménages qu'à horizon 2050 seulement. Et puis j'avais, parce que je laisserai, comme on n'a pas beaucoup de temps, la parole, enfin les questions, que l'on puisse prendre en compte les questions des gens qui sont à distance. Une petite question sur les zones économiques et les zones franches ou les zones économiques spéciales qui ne sont pas abordées dans votre étude. Je sais que souvent on en fait un bilan mitigé,
mais on sait que dans certains pays qui n'avaient pas de base industrielle, cela a permis d'en avoir une. Je pense à l'île Maurice, à Madagascar, à l'Éthiopie, donc ce sont des analyses qui datent un petit peu, c'est un contexte qui date des années 70, 80, 90, mais outre les exonérations fiscales, cela s'est traduit par des investissements dans les infrastructures, par des politiques publiques en faveur de la formation, et parfois avec des processus de montée en gamme, hein, dans le textile notamment à l'île Maurice. Voilà. Donc j'aurais voulu avoir un petit peu votre sentiment là-dessus et voir quelles leçons on pouvait tirer de ces expériences. Merci. Marc? Je réponds. Merci beaucoup pour ces commentaires. Bon, il y a surtout deux questions principales sur l'intégration régionale et les économiques spéciales. Je vais répondre là-dessus et je reviens si tu oubliais quelque chose d'important. Alors, sur l'intégration régionale en Afrique, bon, nous, on a fait des simulations, en gros, qui sont vraiment, comment on appelle ça, desk study, quoi. On a pris effectivement la part des échanges intra-régionaux, qui en plus n'est pas très bien estimé, parce qu'il y a beaucoup de contrebande. Et puis, on a vu que ce qui se passait si on la faisait exploser, cette part, et qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait, dans l'industrie. Bon, au-delà de ça, comment dire, moi, je suis très sceptique pas sur le fait qu'il faille pousser l'intégration régionale en Afrique, ça c'est une très bonne politique et à terme ça sera utile, mais disons sur le rendement qu'on peut en attendre en termes d'amélioration de la croissance, des conditions de production, des niveaux de revenus à un horizon visible. Pour plusieurs raisons, j'ai spécialiste de l'intégration régionale en Afrique, mais j'ai pas mal travaillé sur l'intégration régionale en Asie, l'ASEAN en particulier, et puis en Afrique du Nord, les accords d'Agadir, l'accord d'Agadir, et puis des tentatives de constitution comme ça de zones de libre-échange arabes. Et en fait, ça fonctionne très mal. Entre pays pauvres, il n'y a pas beaucoup de potentiel d'intégration régionale. Au-delà des difficultés, disons, logistiques, douanières, bureaucratiques et autres, qui, elles, peuvent être allégées ou diminuées par des mesures et des investissements un peu plus consistants en matière d'intégration régionale, le potentiel d'échange entre deux pays pauvres, il est très modeste. Il n'y a pas beaucoup de perspectives. En gros, ce qui a stimulé l'intégration régionale dans l'ASEAN, en Asie du Sud-Est, c'est pas tellement l'ASEAN et les politiques qui ont été menées par l'ASEAN avec l'appui de la Commission européenne, un appui assez lourd de la Commission européenne. C'est essentiellement la croissance économique. C'est-à-dire quand ils sont devenus effectivement suffisamment riches, avec des marchés intérieurs suffisamment consistants, ça a stimulé les échanges intra-régionaux, les investissements intra-régionaux, etc. Et là, j'ai l'impression que côté africain, on en est assez loin en termes de revenus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise politique, c'est une excellente voie, mais je ne pense pas qu'on puisse en attendre des résultats dans un horizon 2030, par exemple. Je crois que ce sera beaucoup plus long. Là, actuellement, dans l'étude, on les signale, mais il y a eu pas mal d'études de la Banque mondiale, Doing Business et autres, hein, c'est connu. Mais les coûts d'échange, les coûts commerciaux intra-africains sont gigantesques. Il est moins onéreux de se faire livrer, dans certains cas, un conteneur de Shanghai plutôt que d'importer les produits équivalents du pays voisin. Donc, c'est très dissuasif. Alors, ça peut être modifié, mais c'est encore une fois, dans un horizon qui me semble long et qui est à faire parce que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de production et d'échange en Afrique, mais encore une fois, avec un rendement qui ne sera pas du tout immédiat, qui sera, à mon avis, très lointain. Et alors, par contre, sur les zones économiques spéciales, en fait, bon, ça dépend comment ça s'articule à une politique plus générale. Si d'un côté, il y a des coûts logistiques gigantesques et qu'on distribue des exemptions fiscales, sociales et autres dans les grandes largeurs, ça ne changera pas grand-chose. En gros, là où les zones économiques spéciales ont eu du succès, vous citiez Maurice, effectivement, Madagascar, mais ça a été vrai aussi en Corée au départ ou au Vietnam ou ailleurs. Là où elles ont fonctionné, c'est quand elles ont articulé des préférences à apporter aux entreprises présentes, souvent fiscales ou sociales, avec une meilleure qualité, disons, institutionnelle, bureaucratique et logistique. Et dans ces cas-là, effectivement, ça a fonctionné. Donc, c'est aussi une manière, les zones économiques spéciales, de localiser un effort de politique industrielle qui ne peut pas forcément être mené à l'échelle de l'ensemble du pays. Donc, c'est une direction, effectivement, très précieuse. Mais il faut qu'il y ait derrière, que ce soit une composante d'une politique industrielle, je crois. Merci. Je remets ma caméra. Merci. Il y a un certain nombre de questions qui ont été
porté dans l'onglet questions. Je vous invite à continuer à poser des questions si vous le souhaitez. On a encore une demi-heure pour poursuivre le débat. Par ailleurs, il m'arrive des questions du reste par différentes sources. Donc, je voudrais peut-être, sans dérouler les questions une par une, regrouper un peu ce qui m'est parvenu en trois, je ne sais pas si c'est des questions ou des thèmes à développer autour des questions qui ont été évoquées par Marc Pottier, qui sont qu'une partie de l'étude très riche qu'ils ont rédigée avec Jean-Raphaël Chaponnière. La première, bon, il y a évidemment une interrogation autour de ce qu'on peut appeler les solutions. Donc, est-ce que, certes, il y a quelques dizaines de millions, peut-être 30 millions d'emplois mobiles, mais comment les attirer? Quelles sont les stratégies d'attraction qui peuvent être gagnantes de ces emplois? Alors, ce n'est pas le cœur de l'étude, qui est une étude plutôt d'analyse statistique et prospective du marché industriel mondial et africain, mais néanmoins, je sais qu'il y a un certain nombre de considérations sur ces sujets-là dans votre étude, notamment d'analyse des accords commerciaux, mais aussi d'analyse de cas d'un certain nombre de pays. Donc, comment attirer ces emplois mobiles? L'État, quelqu'un demande, l'État est-il un frein ou un atout dans ces stratégies d'attraction? La formation, une autre question pose sur ce terme-là, la formation est-elle un critère déterminant dans ces possibilités d'attirer les emplois mobiles et les industries de main-d'œuvre? Donc ça, c'est un premier volet de questions sur les politiques d'attraction ou en tout cas les conditions d'attraction de ces emplois mobiles en Afrique. Deuxième série de questions, peut-être pour revenir un peu sur les questions à la fois sur les questions démographiques et sur les questions de différenciation. Est-ce que la problématique d'industrialisation se pose au niveau continental? Alors, évidemment, au niveau statistique, le continent est un ensemble cohérent, mais est-ce qu'elle se pose au niveau continental, à la fois du point de vue, encore une fois, de la saisie des opportunités sur les chaînes de valeur mondiales, puisque, et on l'a vu en Asie, et ça a bien été illustré en Asie, en fait, ça ne se fait pas au niveau continental, ça se fait pays ou groupe de pays par groupe de pays, étant donné en plus que les pays africains sont en moyenne de taille beaucoup plus réduite que les pays asiatiques, et en particulier évidemment le cas de la Chine, enfin on pense à l'Inde, l'Indonésie aussi, des grands pays comme ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'industrialisation africaine, ou est-ce qu'au contraire l'industrialisation ne serait pas un facteur de différenciation des trajectoires en Afrique entre des pays qui saisissent ces opportunités à l'export et d'autres non? Et même chose sur le marché intérieur. J'ai été frappé par le graphique que vous avez montré, qui montre qu'effectivement les perspectives des classes moyennes, de croissance des classes moyennes sont assez faibles à l'horizon 2030, mais le fond du diagramme, qui je ne me rappelle plus si c'est 2040 ou 2050, montre quand même que pour certains pays, j'ai retenu en particulier le Nigeria et l'Éthiopie, on a une assez spectaculaire progression donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi d'abord une possibilité qui est seulement différée, et ensuite un facteur de différenciation entre quelques pays qui ont un grand marché intérieur et d'autres non. Et autre façon de poser cette question, on peut dire l'industrialisation est nécessaire à un développement dans la prospérité en Afrique, mais on sait bien qu'un certain nombre de pays n'accepteront pas, pour les raisons qu'on vient de dire, parce que tout le monde n'acceptera pas aux possibilités d'exportation et tout le monde n'a pas un marché intérieur dynamique, qu'un certain nombre de pays auront sans doute des trajectoires avec des faibles industrialisations. Et enfin, troisième série de questions, un de nos des auditeurs nous pose la question industrialisation tardive, donc n'est-ce pas l'occasion d'aller vers une industrialisation moins carbonée? Et j'étendrai un petit peu cette question en disant quels sont les arguments qui permettent de penser ou de ne pas penser que le schéma qui s'est produit en Asie, donc ce dont on parlait, le vol des oies sauvages, va se reproduire à l'identique ou pas, ou avec peu de différence ou pas,
sur les pays suivants, que ce soit l'Inde ou que ce soit des pays africains. Et autre façon je sais que vous avez, notamment dans votre étude, interrogé un certain nombre de donneurs d'ordre dans les industries de main-d'œuvre. Donc, que disent les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre des industries de main-d'œuvre sur ces sujets de stratégie de relocalisation des industries de main-d'œuvre? Voilà, ça fait déjà un grand lot de questions. Absolument. Merci beaucoup. Et je m'aperçois que Françoise aussi avait évoqué la question des chaînes de valeur globale, que je n'ai pas vraiment répondu. Donc, je vais aller vite sur les premières questions, si je peux me permettre. Bon, comment dire, si l'État africain ou les États africains étaient des atouts, quelque part, ça se saurait depuis. Donc, ça rejoint un peu la question sur les stratégies d'attraction et sur les conditions de compétitivité. Dans les industries de main-d'œuvre, l'un des facteurs négatifs, manque de compétitivité les plus flagrants en Afrique, ce n'est pas tellement les niveaux de salaire ou les niveaux de productivité qui sont souvent évoqués. Quand on regarde en tout cas les études qui ont été faites de terrain, on s'aperçoit que les niveaux de salaire sont souvent assez compétitifs et que la productivité du travail n'est pas plus mauvaise qu'ailleurs dans les pays qui ont démarré tardivement leur industrialisation, ceux que j'évoquais, Vietnam, Cambodge, Bangladesh. Il n'y avait pas une très grande expérience industrielle non plus au départ et ça ne les a pas empêchés d'être compétitifs. Donc, ce n'est pas tellement ça le problème. Par contre, la compétitivité des producteurs, des entreprises, est extrêmement pénalisée par un ensemble de coûts indirects de logistique, bureaucratique, les temps de transport, les délais de transport, les ruptures d'approvisionnement en électricité, etc., qui rendent les coûts de délivrance des produits souvent prohibitifs en Afrique, mais encore une fois, c'est pas au niveau sortie d'usine, c'est pas au niveau, en tout cas, coût de production direct, c'est beaucoup plus la compétitivité, disons, hors coût, liée à la logistique et à l'environnement et aux extérieurs, et notamment aux institutions, donc en particulier à l'État qui souvent ne fait pas suffisamment ne remplit pas suffisamment ses fonctions de fourniture de biens publics, de transport, de réseaux énergétiques, etc. Sans parler de l'absence flagrante souvent de politique industrielle, c'est-à-dire de direction à peu près claire et puis de concentration des moyens en fonction sur des objectifs qui sont prédéfinis. La question sur le niveau est-ce que le niveau continental est pertinent? Évidemment non. Les stratégies de développement, d'industrialisation ou d'exportation ou d'attraction, etc., elles sont partout définies au niveau national. Effectivement, ensuite, il peut y avoir, entre guillemets, le terme a été pas mal dévalorisé, mais il existe quand même des effets, disons, de ruissellement sur le voisinage. C'est ce qui s'est passé en Asie. Quand vous avez un pôle de croissance fort à un endroit, effectivement, il y a des effets. Singapour a beaucoup joué ce rôle-là, la Malaisie aussi, vis-à-vis de l'Indonésie. Donc, il y a des effets de dynamisation des voisins au niveau des échanges, au niveau de l'emploi, au niveau des investissements. Donc, ça fonctionne. Mais effectivement, les stratégies et les politiques et les mesures se définissent au niveau national. Je reviens quand même sur l'histoire des classes moyennes. J'espère qu'effectivement, à l'horizon 2050, elles seront beaucoup plus consistantes et à peu près conformes, voire meilleures que ce qu'on a estimé nous. Mais il faut faire attention, c'est un peu comme l'intégration régionale. Les classes moyennes, en gros, elles apparaissent et elles se déploient, elles prennent de l'importance parce qu'il y a eu de la croissance économique, une croissance des revenus. Dans l'autre sens, attendre de l'apparition des classes moyennes une augmentation de la croissance et des revenus, ça peut se faire, mais c'est quand même beaucoup plus lent. Donc, c'est plus le résultat qui ensuite, d'une phase de croissance du revenu, qui ensuite va consolider la croissance et permettre d'élargir les bases de la croissance, bien sûr, que les classes moyennes jouent un rôle, mais c'est pas un moteur initial, de la croissance économique et du revenu. Ça n'a pas été jusque-là, ça peut changer, mais ça n'a pas été jusque-là. Donc, c'est plus un résultat d'une première phase d'augmentation du revenu sur laquelle on peut s'appuyer pour aller plus loin et de manière plus soutenable, durable. Évidemment, c'est chicken and egg, les deux sont liés, mais quand même, c'est d'abord la croissance du revenu qui crée des classes moyennes, elles apparaissent pas, elles sortent pas de nulle part, les classes moyennes, malheureusement. Et alors, le dernier point que je vais commenter, effectivement, est très important, merci Jean-David, c'est sur les questions des enjeux environnementaux à terme, en particulier dans ces industries de main-d'œuvre qui sont très polluantes, qui sont les enjeux sociaux dans ces industries qui sont très exploiteuses de main-d'œuvre, enfin très facilement exploiteuses de main-d'œuvre, etc. Donc effectivement, dans l'étude, et c'est dans le chapitre,
Et si je peux reprendre le slide, mais je ne sais pas si j'ai la main dessus. Il y a quelques slides à la fin qui portaient là-dessus. On a interrogé effectivement à la fois des industriels, donc des producteurs dans différents pays du Sud, en Afrique du Nord, en Asie, et également, des donneurs d'ordre sur les perspectives d'intégration de ces nouveaux enjeux environnementaux, sociaux, et puis les questions de coûts de transport et de distance dans leur stratégie d'achat, en gros, dans la localisation de leurs fournisseurs. Et alors, c'est assez intéressant, mais ça aboutit pas encore à des directions tout à fait claires. Sur la question des normes sociales, donc des conditions de travail type Decent Work, Better Factory et autres, qui sont promues par ILO en particulier, mais aussi par l'AFD dans beaucoup de pays, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça monte en puissance et ça se diffuse. C'est-à-dire que tous les grands producteurs sont contraints de les mettre en œuvre, ces normes sociales, donc d'une durée du travail limitée, des temps de pause, une aération, le paiement des heures supplémentaires et leurs limitations, etc. À peu près partout, ils le font avec plus ou moins de bonne volonté, donc c'est pas réalisé de manière immédiate, mais c'est effectivement quelque chose qui devient un standard dans les industries de main-d'œuvre et qui est très, qui est aussi assez solidement promu par les donneurs d'ordre, même s'ils peuvent toujours se cacher sur un système de sous-traitance en cascade pour essayer d'éviter leurs responsabilités, mais c'est de moins en moins faisable pour eux. Il y a eu effectivement l'accident du Rana Plaza qui a joué un rôle important, mais depuis, ça se diffuse et à peu près partout. Là, j'étais au Cambodge en mai, c'est pareil. Dans toutes ces industries de main-d'œuvre, en particulier la confection, ces normes sociales minimum, ces conditions de decent work, ça devient un standard et c'est un impératif de compétitivité. Donc, quels que soient les nouveaux venus qui récupéreront, entre guillemets, ces 15 ou 20 millions d'emplois dans ces industries-là, ils seront obligés de se soumettre et de mettre en œuvre ces normes-là. Sinon, ils ne seront pas considérés par les donneurs d'ordre. On les considérera pas comme des fournisseurs compétitifs. C'est un élément constitutif de la compétitivité. Donc là, c'est assez clair et ça ne suscite pas de différenciation marketing et je pense que la généralisation de ces normes empêchera qu'il y ait une différenciation marketing entre guillemets entre le t-shirt decent work et le t-shirt pas decent work. Ça sera une généralisation encore une fois et c'est ce à quoi on assiste et ça semble bien partagé dans ces secteurs aux différents niveaux de la chaîne. Alors par contre, les normes, les standards environnementaux ou les enjeux environnementaux, c'est pour l'instant encore confus, mais ça pourrait effectivement s'éclaircir vite, mais c'est encore confus parce qu'il n'y a pas de normes internationales. Il n'y a pas de standards internationaux. Il y a une thématique qui est extrêmement présente et même omniprésente à tous les niveaux, qui conduit à la fois les producteurs, donc les fabricants de confection ou de textiles, de chaussures, à mettre en œuvre des mesures un peu green, du type utiliser plus d'énergie verte, essayer de polluer un peu moins, etc. Bon. Et puis, côté donneur d'ordre et marque, à labelliser comme ça beaucoup de choses. On a du coton bio, on a du vêtement recyclé, etc. Donc, il y a deux jeux. Il y a un jeu au niveau de l'offre des producteurs d'essayer de se présenter comme le plus vert possible parce qu'ils savent très bien que ça devient un enjeu considérable d'image et que ça va devenir un enjeu commercial et stratégique pour les donneurs d'ordre. Donc, ils partent un peu dans tous les sens et ils essayent de démontrer qu'ils sont assez verts, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et puis, en aval, donc au niveau de la distribution et des marques, la multiplication des labels qui ne sont pas très clairs, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Bon, et à côté de ça, ça grésille de partout, notamment au niveau de la Commission européenne, pour mettre en place effectivement des taxes intégrant ces aspects environnementaux. Et si effectivement elles se déploient, les choses pourraient se clarifier assez vite. Mais en fait, ça sera un déplacement très probablement des structures de coûts. Ça imposerait une taxe supplémentaire. Et a priori, je pense que beaucoup s'adapteraient à ce nouveau contexte. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une période plutôt de mushrooming. Ça bouillonne, mais ça donne pas de direction claire. Et les industriels savent pas très bien où aller. Ils savent qu'ils doivent prendre en compte absolument les contraintes environnementales. Donc, à 5-10 ans, probablement, ça aura changé. Mais pour l'instant, ils savent pas très bien comment le faire.
Et puis, il y a une troisième variable qu'on a interrogée, effectivement, c'est toute la thématique des circuits courts, donc la réduction des distances, hein, l'idée que des fournisseurs plus proches seraient plus compétitifs que des fournisseurs éloignés, d'abord en termes de coûts, et puis ensuite, ça polluerait moins la planète, ça serait pas plus mal. Alors là, par contre, pour l'instant, on ne voit pas tellement de changements. Alors, c'était avant l'explosion des coûts de transport récents, mais qui ont de bonnes chances de s'atténuer dans les années à venir, une fois que les choses seront revenues à la normale, parce que les donneurs d'ordre considèrent toujours quand même le coût de production comme le principal déterminant, même si le coût de transport a un petit impact. Pour l'instant, ils n'en tiennent pas beaucoup compte, et on a notamment pu en discuter avec des industriels de l'arc méditerranéen, donc qui sont les plus proches des marchés européens, parmi les plus proches des marchés européens, et eux, ils souffrent, comme tout le monde, et énormément de la compétitivité asiatique, et ils ne voient pas tellement d'évolution en perspective. C'est pareil pour les donneurs d'ordre, hein, quand on les interroge, ils ne semblent pas envisager de privilégier des fournisseurs plus proches pour l'instant, parce que les coûts sont nettement plus compétitifs, sont nettement plus faibles pour l'instant en Asie. Donc la proximité, en tout cas dans les industries de main-d'œuvre, hein, ça n'apparaît pas comme un avantage compétitif significatif pour l'instant, et a priori, ça ne sera pas le cas dans les temps qui viennent, sauf encore une fois s'il y a une taxation transport, mais là plutôt environnementale, sous un angle environnemental fort qui se met en place. Voilà, je m'arrête là pour une première réponse peut-être. Merci. Françoise, Hélène, si vous voulez apporter un point ou… Sinon, je reprends. Moi, je veux bien relever des questions, en tout cas, qui, dans le chat, hein, reviennent sur la question de la tension entre industrialisation et décarbonation. C'est vraiment un sujet central. Alors, d'aucuns diront que ce n'est pas le bon sujet, puisque en Afrique, l'Afrique globale n'est pas si carbonée que ça, c'est plutôt la prévention de la carbonation. Et je pense que c'est quand même au cœur de la problématique, c'est au cœur des discussions, hein, dans les COP, hein, puisque d'un point de vue déontologique, on aurait quand même bien de mal à dire si c'est effectivement la seule solution pour arriver à la création à des emplois décents, à la création de chaînes de valeur dynamiques, hein, de par, voilà, intrinsèquement, Marc l'a détaillé dans son étude, hein, puisque l'industrie manufacturière est source d'innovation, d'externalité, etc. On ne peut pas dire à tout un nombre de pays n'essayons pas d'industrialiser. Donc je pense que la question, le nexus, il faut le dépasser, et c'est plutôt quelle politique mettre en œuvre pour essayer de concilier les deux. Enfin, donc, les articles, hein, commencent à sortir, hein, sur ces sujets. Monsieur Jacquemot nous rappelait qu'il y avait eu effectivement un numéro spécial d'Afrique contemporaine, hein, sur l'industrialisation en Afrique, et effectivement, il rappelait lui-même, hein, dans un des articles, la Commission économique pour l'Afrique avait mis cette question au cœur, hein, de son agenda politique, et pour cela, ça fait vraiment appel à une politique publique dynamique, hein. On parle de politique industrielle. Donc, par le passé, l'industrialisation est passée par la politique dynamique, hein, depuis le Japon de l'ère Meiji jusqu'aux pays asiatiques. Enfin voilà, il y a toujours une politique active. La nature de cette politique va devoir être adaptée pour tenir compte de cette nouvelle contrainte. Donc effectivement, je voyais aussi un commentaire sur la nature énergétique. Évidemment, ça va passer par la transition énergétique. Ça va sans doute passer par des investissements massifs dans des énergies renouvelables, hein. On parle beaucoup de l'hydrogène. Mais en tout cas, il va falloir que nous soyons à l'écoute de cette demande, hein, de prospérité, de nouvelles contraintes techniques, et de comment les accompagner au mieux. Alors, on n'a pas de baguette magique, ça ne se fera pas évidemment sur un horizon moyen terme. C'est quelque chose qui se fera sans doute par grappe, hein, comme le disait Marc. Tous les pays africains ne vont pas aller au même rythme, les arbitrages seront différents, mais en tout cas cette tension industrialisation, donc prospérité versus sobriété, elle est au cœur à la fois de nos problématiques en tant qu'agence de développement, des débats internationaux, et que doit faire la finance mondiale dans l'affectation de ces investissements, en réalité.
on n'a pas toutes les solutions. En tout cas, ça ouvre des perspectives de recherche qui sont déjà ouvertes, hein, mais en tout cas à approfondir. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Ouais, je vais juste réagir rapidement sur ce point parce qu'effectivement, c'est essentiel. Nous, on s'est focalisé sur la dimension emploi. Donc, effectivement, on a regardé les industries plutôt de main-d'œuvre et ce qui pouvait se passer dans ces secteurs-là. Mais effectivement, pour les nouveaux venus potentiels, africains éventuellement, la dimension environnementale, elle va être essentielle. Mais il y a un levier, il y a une arme qu'on n'a pas évoquée là dans la présentation, qu'on a un peu discuté dans le rapport, dans l'étude, qui sont les préférences commerciales des grands pays d'importation, des grands marchés d'importation, qui peuvent jouer un rôle essentiel. La diffusion des normes sociales dans l'industrie de la confection, elle ne s'est pas faite à l'initiative des producteurs qui auraient bien préféré pouvoir continuer à exploiter joyeusement la main-d'œuvre abondante qu'ils avaient sous la main. Elle s'est faite parce que les grands partenaires commerciaux, États-Unis et Europe ensuite, mais États-Unis d'abord, ont imposé des conditions assez fortes à ces producteurs, là où ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné partout, pour qu'ils mettent en œuvre ces normes sociales. Et je pense qu'effectivement, la prochaine étape, et notamment si cette nouvelle génération de producteurs se met en place et d'exportateurs, c'est effectivement dans les préférences commerciales, les droits d'accès au marché, les possibilités d'accès au marché préférentiel qui seront a priori donnés à ces pays parce qu'ils sont pauvres au niveau européen et au niveau des États-Unis, principalement, d'avoir une programmation claire sur le plan des contraintes et des enjeux environnementaux. Donc, je pense que ça peut tout à fait se mettre en place et être compatible, comme tu disais, Hélène, articulé entre à la fois création d'emplois et en même temps des objectifs environnementaux assez ambitieux. Merci. Peut-être, il nous reste à peine 10 minutes. Peut-être je vais essayer de piocher parmi les questions qui ont été posées en proposant une liste à laquelle je peux ne pas répondre à tout, d'autant plus que tout n'a pas été, évidemment, tous les aspects n'ont pas été envisagés dans l'étude. Première série de questions sur des facteurs qui seraient clés dans ces processus d'industrialisation, en particulier tels qu'on en a parlé. Facteur énergétique, est-ce que ce ne serait pas un préalable, une clé, on vient d'en parler un petit peu. Les questions d'insécurité en Afrique, on pense peut-être au cas de l'Éthiopie, dont les processus d'industrialisation étaient diversement commentés d'ailleurs, mais enfin en tout cas existaient. Une personne revient sur les ZES qui avaient été évoqués, mais peut-être n'avez-vous pas envisagé ces questions dans votre étude. C'est un premier qui est sur des facteurs clés et je vous laisserai répondre ou ne pas répondre à ces différents éléments. Deuxième point, peut-être, parce que ça, je sais que dans l'étude, vous avez quand même beaucoup travaillé dessus, sur les questions de branches. Donc, on a beaucoup parlé du textile du cuir habillement, mais l'industrie africaine, c'est aussi beaucoup d'industrie d'aval de matières premières, par exemple. On n'en a pas dit un mot. Est-ce que ça présente des potentiels ou pas dans la perspective? Troisième type de question, et là aussi je sais que vous avez étudié, sur les accords commerciaux, sur les règles d'origine, quel est le rôle dans le potentiel d'industrialisation de ces facteurs-là? Est-ce qu'il y a on a parlé sous l'angle environnemental, mais en particulier sur les préférences commerciales et les règles d'origine, est-ce que c'est des facteurs clés pour l'avenir? Et quatrième et dernier point, qui est la dernière question, est-ce qu'il y a une dimension géopolitique, la question qui est posée, est-ce que l'Europe laissera l'Afrique s'industrialiser? Voilà. Ok, merci beaucoup. Il y a des questions sur lesquelles je suis moins à l'aise que sur d'autres, donc je vais aller vite. Passer les questions. D'accord. Bon, sur les aspects énergie, insécurité, je crois que c'est assez clair. Ça rejoint un peu, ceci dit, le focus qui est mis sur les zones économiques spéciales. Mais on trouve ça à peu près partout. La Birmanie, enfin Myanmar, qui s'était lancé aussi à vitesse accélérée sur une nouvelle trajectoire qui s'est cassé la figure après le coup d'État, alors qu'il va peut-être rebondir un jour, mais pas pour l'instant. Donc, c'est effectivement des conditions absolument nécessaires. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. L'approvisionnement énergétique, c'est vrai, c'est un problème pour l'ensemble des secteurs et puis l'ensemble des actifs, des activités, je veux dire, en Afrique. C'est pas spécifique à ces industries-là, qui ne sont pas d'ailleurs les plus consommatrices en énergie, la confection ou autre.
Alors, je pense que pour revenir sur les zones économiques spéciales, effectivement, en Asie, telles qu'elles ont fonctionné, ça a souvent aussi été un instrument, disons, d'image. Hein, c'est-à-dire, pour faire simple, on savait que l'image extérieure d'un territoire ou d'un pays n'était pas très bonne pour différentes raisons, institutionnelles, de corruption ou d'insécurité éventuellement, mais la construction d'une zone économique spéciale, c'était la volonté, dans un périmètre donné, d'offrir les meilleures conditions possibles, et notamment tous ces biens publics de stabilité, de sécurité, d'approvisionnement énergétique et logistique, aux entreprises qui s'y installaient. Donc là, il y a un jeu qui peut être qui est assez essentiel, je pense, pour l'Afrique, dans les pays en tout cas qui ont un potentiel, pour initier des trajectoires plus riches en activités à plus forte valeur ajoutée. Bon, mais je ne peux pas vraiment aller beaucoup plus loin ici. Alors, les autres secteurs industriels, effectivement, il y a un autre secteur auquel Hélène tenait beaucoup, qu'on n'a pas évoqué, qui est dans l'étude, hein, c'est l'agroalimentaire. Moi, je pourrais y revenir s'il reste quelques minutes, mais sur les matières premières, bon, en gros, c'est le quasi seul secteur exportateur en matière industrielle d'Afrique, c'est effectivement la transformation de matières premières, mais à peu de choses près, c'est de la matière première un tout petit peu raffinée ou un tout petit peu transformée, enfin les premiers stades de transformation. Et ça, c'est très peu créateur d'emplois. C'est le problème du secteur minier de manière générale et puis de l'industrie lourde. Ensuite, c'est que, à part les activités informelles type orpaillage qui sont très denses au Burkina ou ailleurs, mais qui ne sont pas forcément classées dans ce couple mine-industrie, encore une fois, les industries de matières premières emploient peu. Et donc, on ne peut pas vraiment attendre une perspective de dynamique sur le marché de l'emploi à partir de là. Normalement, ça génère des revenus qui doivent permettre, par ailleurs, d'avoir d'autres activités, ce qui n'est pas forcément le cas. Sur les règles d'origine et les questions de préférence commerciale, effectivement, ça, c'est un facteur assez essentiel qu'on a traité dans l'avant-dernier chapitre de l'étude, mais qui est connu déjà parce qu'il y a déjà des mesures qui fonctionnent et qui ont été mises en œuvre par les Européens et les Américains essentiellement, qui peuvent être améliorées et qui ont permis en particulier de durcir un peu d'améliorer et de durcir les contraintes sur les conditions de travail, sur les conditions sociales dans un certain nombre de secteurs. Ça joue de manière très claire. Donc, en gros, c'est l'entrée quota free et duty free sur les marchés, à condition qu'un certain nombre de clauses aient été respectées. Alors, l'Europe a souvent eu, ça ne répondra pas à la question géopolitique pour laquelle je ne suis pas tout à fait compétent, même si j'y crois pas, mais l'Europe a souvent eu, par contre, des règles d'origine et des mesures de préférence commerciale assez compliquées. Alors, sur le papier, qui se justifiait, mais dans la pratique, qui était assez compliqué à mettre en œuvre par les opérateurs et qui avait tendance, du coup, à privilégier le format nation la plus favorisée, le format OMC, pour exporter, parce que les règles européennes, même si elles étaient meilleures et plus avantageuses, étaient trop compliquées à mettre en œuvre. Apparemment, l'Europe simplifie les choses. Bon, s'il y avait une convergence, c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on envisage dans l'étude, s'il y avait une convergence de ces préférences commerciales américaines et européennes, ça serait pas mal. Surtout qu'elles sont dans la réalité maintenant assez proches. Et en gros, l'idée, c'est aux pays les plus PMA, aux pays les plus pauvres, d'offrir un accès libre, sans quota, sans taxe, TSA, donc tout sauf les armes, tout sauf les matières dangereuses. Et ça, encore une fois, ça permet d'introduire aussi des clauses et des contraintes sur d'autres chapitres type environnement. L'accord UE avec le Vietnam, commercial, de free trade UE-Vietnam, inclut explicitement déjà des clauses sur les conditions, sur l'environnement et sur les conditions de production à ce niveau-là au Vietnam. Voilà. Et la géopolitique, je ne pense pas que l'Europe soit assez folle pour chercher à empêcher l'Afrique de s'industrialiser. J'espère pas. Merci. Il est exactement l'heure qui était prévue pour notre échange. Je ne sais pas si les uns et les autres avaient un dernier mot à apporter. Sinon… Merci pour la présentation et pour les questions stimulantes. Merci et l'animation dynamique. Aux intervenants et en particulier à Marc Lothier, et merci à toutes les personnes qui ont assisté et réagi avec nous à cette session sur l'industrialisation africaine. Bonne fin de journée. Merci. Merci.